French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous, il est journaliste un petit peu, il est publicitaire un petit peu aussi, il est businessman également et il est surtout entrepreneur et c'est la raison pour laquelle Marc-Henri Magdalena est aujourd'hui avec nous depuis New York. Bonjour Marc-Henri. Bonjour Éric, merci. Alors on pourra disserter si vous voulez tout à l'heure sur ce que j'ai dit, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, peu importe. On va tout de suite parler de la photo qui est derrière moi comme on le fait chaque fois dans ces débuts d'émission. New York, Manhattan, étroitement lié à la vie professionnelle de Marc-Henri Magdalena. Racontez-moi pourquoi et racontez-moi de quelle manière. En fait, ça commence à être une assez longue histoire, pratiquement maintenant. J'ai eu la chance de partir pour New York avec toute ma famille en 2008 parce que j'avais vendu une précédente boîte qu'on avait vendue à des Américains et je suis parti, au départ parti pour 2 ans à New York pour m'occuper de la passation, pour m'occuper de développer le business. C'était de la publicité sur mobile à l'époque. Et je suis parti pour New York pour développer ça et pour devenir un petit peu la tête de pont sur le marché américain de notre activité. Et puis, on a passé 2 ans, quand je dis on, c'est en famille, merveilleux à New York. Et on s'est dit que c'était beaucoup trop tôt pour rentrer. Donc, on a décidé de rester d'abord 1 an de plus, puis 2 ans de plus. Et finalement, ça s'est transformé au total en une période qui a duré d'abord 8 ans, où là, on habitait véritablement à Manhattan. Où j'ai quitté l'entreprise qui nous avait racheté et j'ai décidé de remonter une boîte dans l'éducation dont je m'occupe aujourd'hui, qui a monté un produit qui s'appelle Newsomatic, dont on reparlera peut-être un tout petit peu plus tard. Et donc c'est une boîte américaine dont le siège social est basé à New York, avec la majeure partie des équipes qui sont aux États-Unis. Et je suis, après avoir passé 8 ans complètement à New York, j'ai envie de dire, c'est simple, c'est 2008-2016, c'est exactement les années Obama, donc c'est facile pour se souvenir. Je suis parti et je me suis un peu réinstallé en France, mais j'ai continué à faire des allers-retours tous les mois jusqu'en mars 2020, où là, pour des raisons évidentes de Covid, ça s'est arrêté. Marc-Henri, ce qui est intéressant, c'est que vous collez pile poil dans la cible qui est la nôtre des Français qui ont créé leur entreprise à l'étranger. Est-ce que cette entreprise que vous avez créée, dont évidemment on va beaucoup parler tout à l'heure en deuxième partie de l'émission, est-ce que cette entreprise, vous l'auriez créée ailleurs qu'aux États-Unis? Est-ce que ça aurait été plus difficile ou est-ce que les États-Unis, d'une certaine manière, ont été moteurs de votre imagination et de votre envie de créer votre boîte? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le fait de vivre à New York, de vivre dans cette ville qui est quand même assez folle et assez enthousiasmante, avec une énergie absolument dingue, a été certainement un des éléments très importants qui m'ont poussé à remonter une boîte après la première qu'on avait montée en France avec mes associés de l'époque. Quand on regarde votre CV, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression, mais alors là, c'est vous qui allez me contredire ou ne pas me contredire d'ailleurs, mais j'ai l'impression que la graine de l'entrepreneur, elle était dans votre tête. Parce que par exemple, à un moment où vous avez créé une entreprise, vous avez été racheté par Microsoft, c'est pas rien. Microsoft a fait de vous un de ses directeurs importants, donc un gros job. Et puis, j'ai l'impression que quelque part, en lisant un petit peu ce que j'ai lu sur vous, vous aviez envie de retrouver votre liberté d'entrepreneur et ça n'a pas duré. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais j'ai commencé ma carrière dans des grosses boîtes parce que j'ai travaillé d'abord 5 ans chez Unilever, puis 3 ans chez Coca-Cola. Donc, c'était des très grosses boîtes. C'est les années 90. À l'époque, l'entrepreneuriat était peut-être un tout petit peu moins mis en avant, facile, accessible que ça ne l'est aujourd'hui. Et pourtant, ça me travaillait. Je me vois passer des soirées entières sur le premier ordinateur qu'on avait acheté pour la maison. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais à l'époque, à faire des business plans et à réfléchir. Donc, j'ai passé beaucoup de temps
à réfléchir à ce que je pouvais faire et j'étais très content de pouvoir le faire. Et depuis que j'ai découvert cette vie d'entrepreneur, qui n'est pas simple tous les jours, hein, faut être tout à fait réaliste, elle n'est pas simple tous les jours. De temps en temps, on se dit que c'était pas inintéressant. D'abord, c'était très intéressant de bosser dans des grands groupes. Et puis, il y a 2-3 problématiques qu'on n'a pas dans les grands groupes, en particulier savoir si un client a payé une facture ou pas. Ce n'est pas véritablement une problématique qu'on a, puisqu'il y a des gens dont c'est le métier d'aller s'occuper de récupérer cet argent. Donc vous, une fois que le deal est fait, c'est plus votre problème. C'est un peu différent quand c'est des petites boîtes, parce que cash is king, c'est un peu le nerf de la guerre, donc c'est des choses qui sont différentes. Mais c'est vrai que cette liberté, cette capacité d'entreprendre, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et qui est dans un ADN familial aussi, parce que mon frère est entrepreneur, mon père a été entrepreneur, donc on a ça, je pense, un peu dans le sang. Marc-Henri, quand on a été directeur de la publicité de Microsoft, ce qui a été votre cas, et qu'on revient après à l'entrepreneuriat, donc à la solitude, à la liberté d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on utilise de ce qu'on a appris quand on était salarié de haut niveau d'une très grosse boîte comme Microsoft? De quoi on se sert qu'on vient d'apprendre parce que c'était immédiat? Je crois que, moi j'ai bossé les 3 grands groupes dans lesquels j'ai travaillé. Pour moi, ça a été des moments de formation incroyables. C'est des moments où vous avez accès à des outils, vous avez accès à des gens. Il y a énormément de gens, de haut niveau. Donc, c'est assez merveilleux de pouvoir aller discuter avec ces gens-là, d'aller les solliciter et de pouvoir partager des interrogations, de pouvoir se servir de leur connaissance, de leur expérience. Et puis, il y a une organisation, c'est des machines, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est des machines où il y a des process, il y a une organisation, et on voit bien que c'est très souvent ce qui fait la différence entre des entrepreneurs qui sont très successful, des boîtes qui arrivent à se développer de façon extrêmement importante, d'un côté, c'est quand elles arrivent à s'organiser, quand on arrive à processer, quand on arrive à bien voir quelles sont les différentes étapes dont on a besoin dans une stratégie marketing, dans une stratégie commerciale. Et je crois que c'est la force de ces grands groupes, c'est d'avoir réussi ça. Et je pense qu'on apprend ces choses-là. Donc moi, j'ai beaucoup appris dans ces groupes-là. Et puis quand on regarde, c'est vrai que c'est des très grands groupes, mais c'est aussi le cas de Microsoft, c'est une boîte qui est devenue gigantesque, mais en 30 ans, ce qui est rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur, il est obligé à un moment donné de passer justement par un poste de salarié? Est-ce que c'est un point de passage obligatoire pour devenir un entrepreneur à succès? Est-ce qu'on est plus fort? Je crois pas. J'en sais rien. Moi, c'est mon parcours à mon niveau à moi. Je suis passé par les deux. J'ai passé des très bons moments dans les deux. J'ai été très heureux et mes 5 années chez Unilever, qui sont les 5 premières années de ma vie professionnelle, ont beaucoup compté. Les gens que j'ai rencontrés à cette époque-là ont beaucoup compté. Il y en a encore que je revois beaucoup aujourd'hui. Ce que j'ai eu la chance de faire chez Coca-Cola, c'était extraordinaire. Moi, je me suis occupé de toute l'activation marketing de la Coupe du Monde en 98 dans toute la distribution française. C'était fantastique. C'est des périodes un peu once in a lifetime, quoi. On a faut se souvenir de ce que c'était 98 en France à ce moment-là, de la Coupe du Monde et tout, c'était dément. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est un passage obligé. Moi, je sais que c'est sûrement pas un passage à proscrire. Il ne faut pas se dire, c'est pas parce que je vais aller dans une grosse boîte à un moment que je ne serai pas entrepreneur derrière et vice-versa. Marc-Henri, je vais vous dire quelque chose. Vous n'hésitez pas à me contredire si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que vous vous servez beaucoup de votre sens de l'observation pour créer les boîtes que vous avez créées. Je m'explique. Vous avez créé en 2010 une boîte qui s'appelle Time to Sign Off, une boîte que tous les journalistes connaissent. Vous allez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, une newsletter d'information, mais qui part surtout d'un principe que vous avez, à mon sens, dû observer, que les gens n'avaient pas beaucoup de temps pour s'informer. Est-ce que c'est vrai si je dis ça? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et sur cette histoire de l'observation, c'est intéressant. Mais quand on a démarré notre première boîte Screen Tonic, c'était de regarder alors, on n'était pas les seuls, mais de voir que les gens
ce que les gens étaient en train de faire avec leur téléphone portable et la dimension que le téléphone était en train de prendre dans nos vies. Et ça, c'était tout au début, parce qu'on a démarré cette boîte en 2000. Et en 2000, on était vraiment, mais 2 ans après les premiers téléphones portables, on n'en avait pas auparavant. Donc ça, c'est un premier élément. Time to sign off, effectivement, c'est une façon de se dire, les gens, quand ils ont passé toute la journée dans leur tunnel au bureau, ils n'ont pas forcément le temps de regarder ce qui se passe. Et on voulait, l'idée, c'était de faire de leur apporter la petite chose, le petit truc en plus qu'ils vont avoir à raconter à leurs copains quand ils vont arriver, prendre un verre avec eux ou dans un dîner. Et c'était rendre les gens, les faire marrer aussi. Voilà. Et donc, moi, on a démarré l'aventure à 3 aux États-Unis. Et puis, en parallèle, l'un d'entre nous, Romain de Salles, a démarré en France. Aux États-Unis, on a eu un succès d'estime, mais finalement, on a arrêté. Et aujourd'hui, ça continue en France remarquablement. Et c'est un très, très beau succès sur le marché français. Ça fait 15 minutes qu'on parle ensemble, Marc-Henri, et on va aborder ce qui est aujourd'hui votre quotidien professionnel, ce qui est la raison pour laquelle nous sommes intéressés à vous et nous sommes venus vous rencontrer, cette société que vous dirigez aujourd'hui. Alors, elle existe depuis 2011, je crois, quelque chose 2012, comme ça. 2012, pardonnez-moi. Racontez-moi la gestation, la création de cette société. Alors, c'est très simple. Comme souvent, c'est une partie d'observation, comme vous le disiez. Et puis, c'est le fruit aussi d'une rencontre. Mais la partie d'observation, je vais même raconter une anecdote, mais je me baladais à l'époque je me baladais à Manhattan avec mon dernier fils, qui à l'époque il devait avoir 9 ans, oui, c'est ça. Puisqu'il en a 19 aujourd'hui. Il avait 9 ans et c'était au moment de la guerre en Libye et c'était au moment de la mort de Kadhafi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des images, mais on voyait une foule en liesse qui se réjouissait autour de la dépouille de Kadhafi. Et moi, je me baladais dans la rue avec mon fils de 9 ans et il y avait une télé dans une vitrine et qui diffusait ces images. Il me dit, mais papa, est-ce que c'est normal que les gens se réjouissent de voir ce monsieur? Ils ont l'air d'être en train de le... Enfin bon. Et donc là, on se dit, tiens, comment est-ce que je vais lui expliquer ça qu'on ne peut pas se réjouir de la mort de... Enfin, bref. Donc, comment est-ce que je vais expliquer? Et là, je me suis retrouvé un peu démuni. Parce que c'est un vrai exercice d'expliquer des choses à des enfants. C'est trouver des mots. Journalistiquement, c'est un véritable exercice. C'est super dur, quoi. C'est super dur de faire ça. Et donc, voilà. Et puis, dans le même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui était qui est devenu mon associé et qui avait l'idée de faire un truc aussi dans cet univers des news. Voilà. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose, il y a 2 choses qui se passent en même temps. Regardons, creusons. Et puis, alors, on a passé pas mal de temps à creuser en amont avant de se décider et lancer Newsomatic. Et donc, in fine, on a lancé Newsomatic qui est à l'origine, c'est un journal quotidien pour les enfants, digital, et pour les enfants américains. Donc, c'est important parce que c'est quelque chose que sur le marché français, on connaissait déjà, avec le petit quotidien, avec le playback. C'est quelque chose qui n'existait pas. Il y avait des weekly, mais il n'y avait rien qui existait de façon quotidienne sur le marché, sur le marché américain. Et il n'y avait rien qui existait non plus, qui soit adapté à aujourd'hui. Donc, dans un environnement digital, avec beaucoup de couleurs, en mélangeant à la fois des articles écrits, des articles de l'audio, de la vidéo, donc en faisant quelque chose d'extrêmement vivant. Et donc, on a décidé de se lancer. Et la grande chance qu'on a eue, c'est de recruter, c'est le premier employé qu'on a recruté, qui s'appelle Russell Kahn, qui est mon associé aujourd'hui, qui est un Américain, et qui est quelqu'un qui avait un double parcours journalistique et dans l'éducation. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est extrêmement spécifique de raconter une histoire, de raconter des choses aux enfants. Et on ne peut pas prendre un article dans une publication pour adultes et puis juste simplifier les mots, le raccourcir un peu, parce que l'organisation la façon dont on va raconter l'histoire n'est pas forcément la bonne. Un exemple tout bête, si je parle du 11 septembre, si on se parle tous les deux du 11 septembre, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Et si on fait un papier dans lequel on va faire une référence au 11 septembre, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Quand vous parlez à un enfant qui n'était pas né, il faut expliquer ce que c'est.
C'est évidemment logique. Donc, il y a toute une façon d'écrire qui est différente. Et puis, quand on parle de choses très dures, et il y a des choses dures, malheureusement, on vit dans un monde dans lequel il y a très souvent des choses dures, plus souvent que le contraire d'ailleurs. Ces choses dures, il y a une façon de les raconter, d'en parler aux enfants qui va être différente. Donc, on va pas mettre en avant ce qu'on fait ce que font les chaînes d'infos, par exemple, c'est avec le nombre de morts, ce genre de choses. C'est pas ça qu'on va faire. On va pas cacher l'information. Ça a existé. Et ça, c'est aussi une observation qu'on avait faite, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont au courant de tout, qu'on le veuille ou non. Mes parents pouvaient décider de me protéger de telle ou telle information. S'ils avaient décidé que ça, c'était pas pour moi, j'étais pas au courant. En revanche, aujourd'hui, on peut plus faire ça. Ouais. Je ne suis pas en train de juger si c'est bien ou si c'est mal, c'est une constatation. Aujourd'hui, les enfants savent. Donc, s'ils savent, il faut leur donner les moyens de comprendre, parce que sinon, c'est pire que tout. Et donc, on va essayer quand on va parler de ces histoires dures, difficiles, eh bien, on va essayer de mettre en avant d'autres choses. Alors, typiquement, on a eu des moments, c'était des moments durs, mais comme pour tout le monde. Et je pense que, bon, de toute façon, si je pense aux attentats du Bataclan, par exemple, même aux États-Unis, ça a eu une répercussion très, très forte. Qu'est-ce que les gens ont tout de suite fait pour sécuriser? Qu'est-ce que les gens ont tout de suite fait pour... comment est-ce que tous les dirigeants du monde entier ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont apporté leur soutien à la France à ce moment-là? C'est sur ce genre de choses dont on va essayer de parler, pour leur essayer de retirer des choses plus positives de ces événements qui sont tragiques, extrêmement difficiles. Donc ça, c'est un point très important. On a fait évoluer le produit et on est passé vraiment d'un journal. Aujourd'hui, on est une plateforme, on se sert des news, mais véritablement, on est une plateforme éducative puisque notre principal marché aujourd'hui, ce sont les classes. Donc, on vend Newsomatic aux écoles américaines, en direct ou en indirect, mais on les vend aux écoles américaines. Et l'idée, c'est de leur donner, vous avez du contenu qui va intéresser les enfants parce que c'est du contenu quotidien sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, évidemment, hier, l'article de Une, quand ils sont arrivés à l'école hier matin, c'était la victoire des Rams sur Cincinnati, sur le football, évidemment, parce que c'est ça dont ils ont envie de parler. Et après, autour de ça, on met les outils qui vont permettre aux profs, qui vont permettre aux élèves d'apprendre, de créer un vrai outil d'éducation. Oui, alors on précise effectivement que cet entretien, nous l'enregistrons au lendemain de la nuit du Super Bowl et de la victoire du Super Bowl dont vous venez de faire mention, Marc-Henri. Un petit mot justement, vous l'avez esquissé, le fait de s'adresser à une clientèle différente, la clientèle des enfants, modifie également la réflexion qu'on doit avoir sur la distribution de votre journal. Vous l'avez évoqué rapidement, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Oui, alors, bon, on peut pas leur donner directement, on ne peut pas le distribuer directement, donc on le vend, grosso modo, on a deux solutions, sur un produit comme celui-là, en tout cas, sachant que nous, on pourrait le distribuer directement si on parlait à des ados ou des enfants plus grands. Nous, notre cœur de cible, c'est l'école primaire. Donc, c'est des enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Ça, c'est notre cœur de cible. Donc, par définition, c'est des enfants qui, ils ont un pouvoir d'influence, mais ils n'ont pas d'argent eux-mêmes. C'est leurs parents qui vont aller acheter ce genre de choses. Donc, on peut distribuer soit aux parents, ou alors, c'est de dire, non, nous, et c'est le choix que nous, on a fait, on va distribuer aux écoles, et ça va devenir un produit qui va être utilisé dans la classe. Puis après, ils pourront l'utiliser à la maison s'ils le souhaitent, mais le point d'entrée, c'est la classe. Donc, alors, Marc-Henri, le journal, il s'appelle Press for Kids. Non, le journal s'appelle Newsomatic. Ça s'appelle Newsomatic. Mais alors, Press for Kids, c'est pas très important. C'est le nom de la société. Mais ce qui est important, c'est le nom du produit qui s'appelle Newsomatic. Alors, pardonnez-moi. Donc, Newsomatic, aujourd'hui, ça représente quoi? Si on pouvait avoir quelques chiffres pour se rendre compte de l'importance que ça, vous savez, c'est toujours important quand on parle à des entrepreneurs d'avoir des notions réelles, concrètes. Newsomatic, c'est un produit qui existe donc depuis, la boîte existe depuis 10 ans, mais le produit existe depuis à peu près 8 ans. Newsomatic, c'est plus de 12 000 articles écrits par nos équipes.
Chaque article est écrit à 3 niveaux de langage différents en anglais, je vais revenir là-dessus, est écrit maintenant en plus en espagnol, en français, en arabe et en mandarin. Ouais. Pourquoi 3 niveaux de lecture, 3 niveaux différents de lecture en anglais? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas raconter la même histoire à un enfant de 7 ans et à un enfant de 12 ans. Vous êtes obligé d'adapter. Vous êtes obligé d'adapter le contenu. Donc, on peut lui parler de la même chose. En revanche, on va rentrer dans des niveaux de détail qui vont être différents. On va utiliser un vocabulaire qui va être différent. Et on va aussi faire… La longueur des phrases ne peut pas être la même. Quand on est en CE1, on a besoin de phrases très courtes. Quand on est en 6e, on peut lire des phrases qui sont plus longues. Donc, en fait, c'est aussi… Ça permet d'avoir ça permet aux enseignants de donner un produit le plus adapté possible à leurs enfants. Parce qu'après, au-delà de ce que je viens de raconter, il y a des enfants qui lisent mieux que d'autres, il y a des enfants qui lisent moins bien que d'autres. Et on va leur donner un produit adapté. Donc, c'est plus de 12 000 articles écrits à ce jour en 8 ans. Par combien de personnes? L'équipe éditoriale, c'est aujourd'hui 5 personnes. D'accord. Les mecs qui bossent quand même, hein, parce que 12 000 articles. Oui, parce qu'on produit 5 articles par jour. Hein, donc, c'est 5 personnes, mais dans les 5, il y en a un qui est graphiste, parce qu'il y a tout un environnement et tout, donc ça fait plus que 4. Et puis, on fait 5 articles par jour. On fait aussi le premier podcast de news pour enfants qui est diffusé sur Amazon. Donc, Amazon a une offre qui s'appelle Kids Plus ou Kids Discover, je ne me souviens jamais du nom, pardon. Et nous produisons pour eux un podcast de news quotidien où il y a 3 news par jour. Donc, c'est un extract de ce qu'on fait dans Newsomatic et on n'en reprend que 3 pour eux, pour le marché américain. Et depuis 6 mois, on le fait en plus pour le marché anglais. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 news qui sont identiques US, UK. Puis après, il y en a une qui est spécifique parce que le Super Bowl, en fait, ça intéresse vraiment tous les Américains. Ça intéresse moins les enfants en Angleterre. En revanche, la Champions League, ça, c'est un truc qui va les intéresser plus, évidemment. Donc, on fait ça. Aujourd'hui, on est dans… on a… le nombre de lecteurs qu'on a, soit en direct, soit en indirect, c'est aux alentours d'1,5 million de gens qui ont accès à Newsomatic et qui nous lisent de façon régulière. Et uniquement par Internet, uniquement sur le web, ou il y a un magazine papier? Non, c'est uniquement digital. C'est uniquement digital. D'accord. On m'a même presque forcé la main à un moment en donnant la possibilité, il y a une icône dans Newsomatic où on peut imprimer un article. Et moi, au début, je dis non, on peut plus faire ça aujourd'hui, on ne peut pas encourager l'impression. Ils ont l'article disponible sur une tablette. Alors, c'est bien sûr, c'est sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, ça c'est évident. Mais on ne peut pas encourager l'impression aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et en fait, dans les classes, les profs disent si on a besoin, parce qu'il y a encore plein d'élèves, ils ont besoin du papier, ils ont besoin de pouvoir noter dessus. C'est important, c'est un outil d'apprentissage. Donc, je me le suis laissé convaincre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'imprimer. Mais on n'a pas de journal papier. 1,5 million de lecteurs. Est-ce que vous avez une répartition par langue dans laquelle vous éditez? Aujourd'hui, on est à 95% sur le marché nord-américain. Hein. Donc ça, c'est vraiment c'est un élément important. Et les langues, c'est une approche qui est intéressante d'ailleurs, mais qui est probablement un peu différente de celle qu'on voit en France. C'est si on a rajouté l'arabe, par exemple, c'est à la demande de la ville de New York, qui nous a dit moi, je suis d'accord pour faire un deal important sur un groupement d'écoles, mais j'ai des ressources en anglais, bien sûr, j'ai des ressources en espagnol, j'ai des ressources en mandarin, ce n'était pas nous à l'époque, mais je n'ai pas de ressources en arabe et j'ai une population qui parle arabe qui est de plus en plus importante et je n'ai pas d'outils pour les servir. Et donc, eux, ils disaient, il faut que j'ai un outil qui puisse être adapté à cette population grandissante. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de le faire. Oui, ça, c'est intéressant de savoir que les langues ne correspondent pas forcément à des pays, mais ils correspondent plutôt à des besoins de diversification qu'il y a dans d'autres pays. Ça, c'est intéressant. Et il y a des communautés, en fait, qui existent aux États-Unis. On va parler pognon,
Fric. 8 ans après, Newsomatic, est-ce que ça gagne de l'argent? Si oui, beaucoup d'argent. Si vous avez quelques éléments. Alors, on ne communique pas beaucoup sur les éléments chiffrés en pognon fric, comme vous dites. C'est les mots que je connais. C'est une société qui a levé peu d'argent à ce jour, puisqu'on on a levé 1,5 million au total. Et c'est une société qui est rentable, donc qui se développe, mais dans une croissance raisonnée et en ayant levé très peu d'argent. Combien d'associés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est. Moi, je suis le dirigeant. J'ai monté la société avec une associée qui a quitté l'opérationnel, qui est toujours actionnaire, qui est toujours au conseil d'administration, mais qui a quitté l'opérationnel. D'accord. Des projets de croissance ou de diversification tout en restant dans le secteur? On a plein de projets, super intéressants. On est en ce moment, on fait quelque chose qu'on aurait dû faire et que je voulais faire depuis longtemps, mais on n'avait pas les moyens de le faire. Voilà, donc on avance à notre rythme. On est en ce moment en train d'embaucher ce que j'appelle en anglais un education specialist. Donc c'est une personne qui est un ancien prof, parce que justement on veut se renforcer énormément sur ces aspects éducatifs. Donc on a toute cette partie de contenu qui est très importante, et on veut rajouter de plus en plus, on veut augmenter cette couche éducative. Et ça, pour le faire, on le fait on va embaucher des gens dont c'est le métier, qui viennent de cet univers-là. Ça, c'est la première chose. Et puis après, sur le contenu, on continue. Alors les langues, on a rajouté le mandarin. Ça, c'est septembre dernier, donc c'est très récent, ce rajout. Mais c'est un élément de différenciation très important pour nous. Cette capacité à diffuser, à avoir du contenu, et à chaque fois, chaque article est traduit, et il y a aussi une version audio. Alors, quand je prends ma casquette de chef d'entreprise, je me dis, j'aimerais bien que cette version audio, elle soit faite de façon automatique, avec un text-to-speech, mais malheureusement, le text-to-speech, c'est pas encore un truc de bonne qualité, donc c'est des vraies voix, donc qui enregistrent tous les jours chacun des articles dans chacune des langues. Et ça, c'est un élément de différenciation très, très important. En plus, on voit que l'audio et tous les podcasts et tous ces trucs-là est en train d'arriver de façon de plus en plus importante. Donc ça, c'est un truc sur lequel on se positionne. Et après, on continue. Alors, on réfléchit à rajouter des nouvelles catégories de contenu, en particulier autour de l'économie. On sent qu'il y a un besoin de la part des enfants. Il y a de plus en plus de news, et donc d'essayer de leur apporter un développement autour de ces notions économiques, de ces notions de finance, dès le plus jeune âge. Et pas de se dire, c'est pas qu'un truc qui est réservé aux gens qui ont 18 ans ou plus, mais qu'en fait, quand on a 8 ans, on peut vous expliquer des choses sur la monnaie, on peut vous expliquer des choses sur l'inflation, on peut vous expliquer des choses sur le coût du pétrole. Il faut juste se mettre à la bonne hauteur de vue. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, enfin, je l'ai peut-être dit, mais je le redis pour insister, c'est qu'on bosse tous les jours avec une psy pour enfants. Ben, bien sûr. Ça, c'est un point qui est super important pour être certain que le contenu qu'on délivre soit de très bonne qualité. Marc-Henri, une dernière question, même si on a un petit peu débordé. Je sais que le groupe qui, en France, édite le Petit Quotidien et Mon Quotidien fait appel à des panels d'enfants qui déterminent les sujets qui les intéressent dans l'actualité. Rapidement, est-ce que vous procédez de la même manière pour savoir ce qui intéresse les enfants aux États-Unis? Alors, nous, on n'a pas de panel au quotidien. En revanche, les enfants peuvent, sur chaque article, ils peuvent voter. Grosso modo, c'est un j'aime pas, pour nous dire j'aime, voilà. Puis après, on a toutes les données, si vous voulez, ça c'est le gros avantage du numérique, c'est que nous, on a l'intégralité des données de lecture. Donc, on sait très bien, cet article-là, il a été lu par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'enfants. Cet article-là, il n'a pas été lu. Bon, ben voilà, ça, c'est un sujet qui n'est pas intéressant. Ça, c'est assez facile et tout. Après, de temps en temps, ça, c'est aussi parce qu'on est quand même dans l'éducation. Il y a des sujets qu'on va aborder parce qu'on pense que c'est important que les enfants le voient, parce qu'on pense que les profs nous le demandent. Donc, on va s'en servir. Après, on fait un truc de façon assez régulière, mais on ne fait pas ça tous les jours.
mais on fait ce qu'on appelle junior, un truc qui s'appelle Junior Editor in Chief, où en fait, on a une personne de l'équipe qui va dans une classe et on choisit ce jour-là les sujets, mais ce n'est pas un panel qui est derrière, là, on met en avant la classe. On les fait réfléchir, on leur explique, on leur donne plusieurs sujets possibles, on réfléchit avec eux et on choisit, c'est eux qui choisissent tel ou tel. Marc-Henri Magdalena, Magdalena, pardonnez-moi, ce que je retiens principalement, c'est que vous avez véritablement, alors au début j'ai dit que vous étiez un petit peu plusieurs métiers différents, en fait je retiens que tout dans votre propos indique que vous avez une démarche extrêmement journalistique dans la conception dont vous faites le quotidien de votre société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc-Henri. Même si moi je ne suis pas journaliste et que je n'écris pas, c'est important de le préciser. Oui, mais il y a beaucoup de rédacteurs en chef qui n'écrivent plus, vous savez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc-Henri. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Eric. Merci.